Alors bonjour à tous, je prends la parole, même si je suis souffrante, vous le constatez par vous-même, je suis désolée de ma prononciation, mais je ne peux absolument pas faire mieux. Je souhaitais quand même m'insurger contre ce que je viens de lire. Le Drian, ministre des Affaires étrangères, affirme que les masques commandés par la France, arriveront en France pas avant mi-juin. Alors, malgré le fait que je sois empêchée par ce dont je souffre actuellement, je pouvais pas rester silencieuse par rapport à ça. Les masques vont arriver, les commandes ont été passées. Elles ont été passées quand, ces commandes? Comment moi, j'ai pu commander des masques avec un délai de 15 jours? Je les ai reçus en 15 jours. Comment la France est incapable de commander des masques dans des délais plus courts? Comment la France est incapable? Et je pense que certains parmi vous ont aussi commandé des masques et qu'ils les ont eus relativement rapidement. Peut-être à des tarifs un peu plus élevés que d'habitude, mais ils les ont eus. Mais la France, les hôpitaux, les EHPAD, les soignants et tous ceux qui ont besoin de porter le masque, et bientôt l'ensemble de la population, puisque ces masques qui étaient inutiles au départ sont aujourd'hui impératifs. Le gouvernement est absolument cohérent dans ses affirmations. Ces masques commandés par la France n'arriveront pas avant fin juin. On se fout de la gueule de qui? On se fout de la gueule de qui? De nous, tout simplement. De nous. De nous qui sommes en confinement et de ceux qui sont en première ligne. Oui, les masques arriveront fin juin. Comment on peut encore croire en ce gouvernement? Comment? Ce gouvernement fait preuve d'un amateurisme terrible, terrible. Alors, il fait mine de prendre des mesures qui ne sont que des mesurettes, à l'image de ce qu'il a décrit il y a quelque temps comme une grippette. Face à une grippette, on prend des mesurettes, sauf que c'est pas une grippette et que c'est des mesures réelles qu'il faut prendre. Alors on durcit un peu le confinement par-ci, on le déleste un petit peu par-là, on saupoudre. C'est quoi cette politique? C'est quoi ces dirigeants? C'est quoi? Alors, par contre ça, ils n'oublient pas de communiquer chaque soir. Ils n'oublient pas de communiquer. Mais prendre des mesures rapides, concrètes, ça ils ne savent pas faire. Et des gens, tous les jours, perdent leur vie. Alors, il faut quoi?
que ce putain de gouvernement réagisse. Excusez-moi. Il faut quoi? Il faut qu'un membre du gouvernement crève pour qu'enfin ils prennent conscience des choses, de la gravité des choses. Parce que nos vies à nous, elles leur importent peu. Nous sommes des chiffres, nous sommes des variables. Alors je ne souhaite à personne, effectivement, d'être affecté et de succomber à cette maladie. Mais faut-il qu'on en arrive à des morts au sein de notre gouvernement pour qu'il se bouge, pour qu'il réalise à combien la situation est dramatique. Alors, ces derniers jours, ils m'ont fait sourire. Enfin, de manière très cynique, très ironique. Voilà qu'on nous parle de déconfinement. Déconfinement. Le confinement n'a pas commencé, ou a à peine commencé, que déjà on nous parle de déconfinement. Le gouvernement a mis 3 mois avant de prononcer le confinement. Il n'a rien anticipé. Par contre, il anticipe le déconfinement. Il l'anticipe à des fins de santé publique? Absolument pas. Il l'anticipe à des fins de reprise de l'activité économique. C'est tout. C'est tout ce qui guide ce gouvernement. C'est l'économie. Le reste, il s'en tape. Alors, il y a tellement de choses qu'il nous est possible d'observer dans la gestion de cette crise. C'est même plus une crise, c'est un drame, c'est un crime d'État. Je pose mes mots, je les assume. C'est un crime d'État. Et à notre petit niveau, je m'interroge sur ce qu'on peut faire pour face à ça. Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais nous avons au moins encore le pouvoir de dénoncer. Je dénoncerai tant que je pourrai. Parce que, inutile de vous dire que quand on est une ancienne de la République en marche et que l'on entre en dissidence et que l'on dit la réalité, que l'on dit comment fonctionne la République en marche, comment sont élaborées des stratégies. Quand on dit tout ça, eh bien on cherche à vous faire taire. Alors oui, j'ai mon compte qui a été piraté dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai des choses qui se passent sur mon téléphone qui ne sont pas normales. J'ai des choses qui disparaissent. Parce que je parle. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le problème? Alors ils pourront désactiver mon compte. Ils peuvent le faire. Ils m'en ont désactivé, 13. Je suis plus à un compte près. J'en recréerai un autre. Parce que ce qui se passe, nous devons le dénoncer. Et ce gouvernement, ce président auront des comptes à nous rendre. Je vis à Meaux, en Seine-et-Marne. Hier, mon compagnon est allé dans une pharmacie. La pharmacienne lui a dit textuellement: je reviens de l'hôpital de Meaux. Dans cet hôpital, il y a plus de morts que de personnel soignant. Voilà ce qu'on lui a dit. Les morts, ça amoncelle.
Mais ça, on va pas vous le dire. On vous donne des chiffres minimalistes qui ne représentent pas la réalité de ce qui est. Il était question, et je parle de ce que je connais, il était question de construire une tente militaire à l'hôpital de Meaux. Ils n'ont pas pu le faire pour des raisons d'agencement. Ici, à Meaux, 60 000 habitants, les gens tombent. Je vis pas très loin de l'hôpital, toute la journée. C'est les pompiers, c'est le SAMU, c'est les hélicoptères. Alors, un jour, on nous dit que nous avons atteint le pic de l'épidémie. Et ce matin, on nous dit que non, le pic de l'épidémie, il est encore à venir. Ok, d'accord. Donc, à quelle information peut-on aujourd'hui se fier? Quelle est la crédibilité actuelle de nos communicants? Parce que je ne peux plus les appeler des dirigeants, ce sont des communicants. Ils communiquent. Ils nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire. Pour Emmanuel Macron et son gouvernement, la devise, c'est celle-ci. Gouverner, c'est communiquer. Mais on s'en fout de la communication. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'action. C'est qu'on veut que... On veut que nos pères PAIRS soient protégés, que nous ayons les moyens de notre propre protection. Quand je lis plutôt Stanislas Guérini, Monsieur La République En Marche, envoyer des mails en disant « Nous avons besoin de vous, mobilisez-vous, entraînez-vous les uns les autres. » Mais c'est à eux, c'est une fonction régalienne de l'État que la santé publique. Alors c'est facile de se dédouaner sur nous, simples citoyens, qui sommes confinés. Et d'autres qui risquent leur vie tous les jours parce que le télétravail n'est pas possible, donc ils vont travailler. Mais c'est à l'État de gérer cette situation. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi. L'État se dédouane de tout. Il se dédouane de tout. De leurs responsabilités. Il nous renvoie à nos responsabilités individuelles. Et on se dédouane à foison. Voilà, tout le monde aujourd'hui conteste la tenue du premier tour des élections municipales. Et La République En Marche se dédouane. Oui, nous avons été soumis à la pression de l'opposition. Ok. Le président voulait annuler ce premier tour. Mais bordel de merde. Qui dirige en ce pays? C'est l'opposition, c'est le président. Ce premier tour des élections municipales n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais le président, en sa qualité de président de tous les Français, a, lui, tout seul, pris la décision de les maintenir. Alors, sur tous les groupes de soutien de La République En Marche, on accuse l'opposition. Mais le président de la République n'était en aucun cas tenu de suivre l'avis de l'opposition. Alors, il se dédouane comme ça. C'est la manière de fonctionner de La République En Marche. On se dédouane sur les autres et on n'assume pas nos propres responsabilités. Et ça en tout domaine. Aujourd'hui,
face à ce crime d'État, il se dédouane encore, en faisant reposer sur nous, citoyens, la responsabilité de notre prise en charge. Une prise en charge qui appartient et qui est la prérogative unique de l'État. Beaucoup de choses ne nous sont pas dites sur la réalité de ce drame. Beaucoup de choses. Et on nous dit, surtout ne tombez pas dans la psychose, tout va bien. Mais non, mais tout va mal. Tout va mal. Et cette psychose dont il parle, mais qui l'a créée si ce n'est le gouvernement relayé par les médias? Qui l'a créée? Une psychose se crée en alimentant les peurs. Les peurs ont été alimentées par le gouvernement. Et notamment, également, par le président qui, le 12 mars, a déclaré la guerre. Il joue sur notre peur. Le gouvernement, le président, joue sur nos peurs. Et bien sûr, certaines personnes sont directement touchées. Et on s'étonne que certaines personnes tombent dans la psychose. Et c'est voulu par le gouvernement. Parce que pendant ce temps-là, que fait le président? Que fait le gouvernement? De manière arbitraire, sans contrôle du Parlement, le président agit par voie d'ordonnance. Arrêtez. Gouvernement agit par voie de décret, en toute opacité. Si la presse, en tout cas une certaine presse, n'était pas là pour nous informer que tel ou tel décret avait été décidé, nous ne le saurions pas. Et je pense à un décret en particulier. C'est celui abject qu'un professeur ce matin a dénoncé en disant, dixit, je le cite, « Ce décret, je l'emmerde. » Pourquoi? Parce que ce décret prévoit l'administration de Rivotril aux patients atteints du Covid-19 dans les EHPAD. Qu'est-ce que le Rivotril? Le Rivotril est en principe prescrit pour traiter de l'épilepsie. C'est un puissant hypnosédatif. Retenez bien cette expression, hypnosédatif. Est-ce que le Rivotril a des capacités de soigner le Covid-19? Non. Sachez en plus que l'une des contre-indications dans la prescription du Rivotril est l'existence de troubles respiratoires. Qu'est-ce que le Covid-19 si ce n'est les troubles respiratoires? Mais on demande quand même aux EHPAD de prescrire du Rivotril. Pourquoi? Alors vous allez me trouver cynique. Mais on prescrit du Rivotril, tout simplement, pour que ces patients du Covid-19, progressivement, s'éteignent, meurent. Alors j'ai posé la question à La République En Marche, qui m'a répondu non, ce n'est absolument pas ça.
Il s'agit d'une démarche compassionnelle. Et pour un peu plus d'informations, référez-vous au site officiel de la République En Marche qui combat les contre-informations. Je leur ai répondu, tout ça c'est du pipeau. Je sais ce que c'est le Rivotril. Je sais ce que c'est. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, je ne suis pas... Mais j'ai fait des études qui m'ont permis d'avoir certaines notions en matière de traitement des troubles psychiatriques. Et le Rivotril injecté à des patients atteints du Covid-19 dans les EHPAD, excusez-moi du terme fort que je vais employer, mais qui est, je crois, la réalité. On est en train d'organiser, j'en ai les larmes aux yeux parce que j'ai ma grand-mère qui est en EHPAD, on est en train d'organiser une euthanasie collective. D'où la réaction ce matin de ce professeur qui disait « Je n'appliquerai pas ce décret, je l'emmerde. » Je reproduis ces termes. Il y a encore des gens en France, et notamment parmi nos soignants, qui ont une éthique. Cette éthique, elle repose sur l'humanisme. Et au nom de cet humanisme, il ne se plie pas à ces décrets gouvernementaux. Et je salue ce professeur dont j'ai oublié le nom, mais qui a osé dire la réalité sur ce décret. Dans ma mémoire, c'est un décret du 28 ou 29 mars que je vous publierai parce que je l'ai trouvé. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors moi, je peux plus cautionner, ça fait longtemps que je ne cautionne plus. Mais que je tiens à dénoncer. Et je sais qu'on va encore essayer de me faire taire. Je le sais. Je sais que je vais me faire insulter. C'est pas grave. Je m'en fiche. Nous méritons tous la vérité. Tous. Cette vérité, elle ne viendra pas du gouvernement. Ce gouvernement qui, il y a quelques jours, a dit « Bon, maintenant, nous jouons la transparence ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le début, ils n'étaient pas transparents? C'est ça que ça veut dire. Et ils ne le sont toujours pas maintenant. Quelle politique a dit publiquement, en regardant les Français, que les halles de Rungis étaient réquisitionnées en morgue frigorifiée? Qui a dit ça? On l'a su par la presse. Alors non, ce gouvernement, ce président, ne sont plus crédibles, ne sont plus légitimes. Informez-vous par d'autres biais que les informations officielles qui ne sont que de la propagande.
J'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai expérimenté plusieurs présidences. Je n'ai jamais vu un président, un gouvernement aussi pernicieux, aussi stratège, aussi négationniste, j'assume le mot, de l'intérêt général. Jamais. Ce mouvement qui nous a vendu de l'humanisme nous a leurrés. Et ça doit être dénoncé. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, malgré ma rage dedans. Et j'espère que les propos sont audibles, parce que j'ai du mal à parler. Mais quand j'ai lu ce matin que les masques arriveront fin juin, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher de faire à nouveau un live pour dénoncer. Alors je terminerai simplement en ayant une pensée pour tous ceux qui sont au front. Mais je veux avoir une pensée encore plus profonde pour tous ceux qui sont partis, ceux qui vont partir, pour leurs familles. Pour leurs familles qui ne pourront même plus leur rendre un dernier hommage, puisqu'un autre décret, 1er avril, non, c'était pas un poisson d'avril, 1er avril, un décret a été pris stipulant l'interdiction des soins funéraires, stipulant la mise en bière immédiate des patients décédés ou probablement décédés, c'est les termes du décret, du Covid-19. Alors moi, j'ai une pensée pour ces familles, ces gens qui sont partis. J'ai une pensée pour toutes ces personnes hospitalisées, pour toutes ces personnes en réanimation, pour tous ceux qui, contaminés, sont chez eux, seuls, sans aucun soin. Et aussi pour nos anciens dans les EHPAD, pour toutes les personnes qui sont actuellement prises en charge dans des foyers socio-éducatifs, qui sont effectivement les grands oubliés de cette tragédie. Pour les sans domicile fixe, pour les populations fragilisées, pour les gens du voyage. Et je vais peut-être aussi vous surprendre, mais j'ai une pensée pour tous ceux qui sont en détention. Et à leurs familles. Parce que ces personnes en détention, dont on parle très peu, sont aussi des hommes et des femmes. Et au-delà de l'incarcération, on ajoute du confinement. Des émeutes commencent à voir le jour dans certains établissements pénitentiaires. Je ne fais pas la promotion des détenus, c'est absolument pas ça.
Mais je veux quand même avoir une pensée pour eux et pour leur famille. Et aussi pour chacun d'entre vous. Pour chacun d'entre vous, parce que nous sommes tous des patients potentiels. Tous. Et il faut que chacun garde bien ça en conscience. Nous sommes tous des patients potentiels. Ça ne concerne pas que les autres. Nous pouvons être touchés. Notre entourage peut être touché. Ça n'arrive pas que chez les autres. Alors, au nom de tout ça, démontrons que cette fraternité qui est actuellement piétinée par nos gouvernants, nous sommes capables, nous, de la porter de manière très simple, mais ô combien importante. Soyons aussi attentifs aux autres et mettons de côté toutes ces différences artificielles qu'on crée. Mettons de côté nos références culturelles, nos références religieuses, nos couleurs de peau. Nous sommes tous de la condition humaine. Seule cette condition humaine, dans son humanité, peut aujourd'hui nous sauver. Ce n'est pas le gouvernement qui vous sauvera, pardon. C'est pour ça que lorsque... Est-ce que je dois encore l'appeler président? Lorsque Macron nous parle d'union nationale, moi j'ai fait le choix de lui opposer l'union citoyenne, l'union fraternelle. On nous livre à nous-mêmes. Alors soyons solidaires les uns des autres. N'attendons rien de ce gouvernement. Je vous remercie. Je m'excuse encore pour cette monstruosité qui m'empêche de parler correctement, et j'espère avoir été quand même audible dans ce que j'ai pu tenter de vous communiquer. Alors, continuons à dénoncer. Brisons le silence. Il y a une phrase bien connue qui dit que le silence tue. C'est vrai, le silence tue. Alors osons, à notre petit niveau, en fonction de nos possibilités respectives. Osons briser ce silence, osons dénoncer. Nous devons bien ça à ceux qui sont partis. Nous devons bien ça aux familles de ceux qui sont partis. Nous devons bien ça aux malades. C'est leur rendre hommage que de parler d'eux. C'est leur rendre hommage que de dénoncer. Et je souhaite, je sais qu'on va encore me prendre pour une folle. C'est pas grave, j'en suis plus à ça près. Mais je souhaite qu'au terme de cette tragédie, un monument puisse être créé
avec le nom et le prénom de tous ceux que nos pouvoirs publics ont sacrifiés. Ils le méritent. Un monument où chacun d'entre nous pourra aller se recueillir. Un monument pour dire que nous n'oublierons pas que même si ces personnes-là, nous ne les connaissions pas, elles sont entrées dans nos cœurs, elles sont entrées dans nos vies. Parce que ces personnes-là, ça peut être vous, ça peut être moi. Alors oui, j'estime qu'il faudra leur rendre un hommage digne. Jamais je n'aurais cru qu'un jour je serai là à vous parler de tout ça. Jamais je l'aurais cru. Je m'excuse pour l'émotion, mais ceux qui n'éprouvent pas d'émotion par rapport à cette situation dramatique que nous vivons, ceux-là ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. Montrer ses émotions n'est jamais une source de faiblesse. Au contraire. Écoutez vos émotions, n'ayez pas peur de vos émotions. Et au nom de ces émotions, continuez à dénoncer. Continuez. Je vous remercie. Ça devient ubuesque de dire ça, mais passez une bonne journée, autant que faire se peut. Protégez-vous, protégez les autres. Soyez solidaires, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Une vie n'a pas de prix. Bien sûr, une vie n'est pas cotée au CAC 40. Si ça avait été le cas, je peux vous dire que le gouvernement aurait fait en sorte d'agir beaucoup plus rapidement. Mais nos vies ne sont pas cotées au CAC 40, non. Non. Nos vies, pour ce gouvernement, elles sont secondaires. Et nous, peuple français, qui les avons investis, de par la seule souveraineté qui est légitime dans une démocratie, c'est-à-dire la souveraineté populaire, il nous appartiendra de les désinvestir. Et il nous appartiendra également de leur demander des comptes. Il nous appartiendra de demander justice et vérité pour tous ceux qui ne sont plus. C'est notre droit et notre devoir de citoyen. Le gouvernement, le président, souhaite que nous fassions preuve de civisme, de citoyenneté. Nous ferons preuve de civisme et de citoyenneté au moment de leur demander des comptes. Nous serons là. Nous serons là pour les mettre face à leurs responsabilités.
Je vous remercie. Vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin des autres. À très bientôt.